monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, de nous suivre, de nous appuyer, de nous laisser des commentaires. On l'apprécie énormément. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez nous suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux et des plateformes audio. Vous aimez télécharger vos balados préférés. Et allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça grandit quand même rapidement, puis on l'apprécie énormément à cause de vous et on vous remercie. On a un excellent épisode aujourd'hui, je pense, Salim. Oui, absolument, absolument. Ben, en fait, la semaine dernière, c'était la semaine de relâche. C'était la semaine de relâche un peu pour tout le monde. On l'a quand même fait, notre épisode, juste à deux. Je pense qu'il a eu quand même du succès, donc je suis bien content. Mais aujourd'hui, on reprend avec nos habitudes des dernières semaines, avec une invitée aussi de marque, puisqu'elle fait partie des 125 élus de l'Assemblée nationale. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous la députée de Mercier, Madame Rouba Ghazal. Bonjour. Bonjour, Salim. Bonjour, Georges. Très content d'être ici avec vous. Vous êtes en train de devenir des vedettes. Merci d'accepter notre invitation, en tout cas. Oui, on l'apprécie énormément. Salim, je ne sais pas si tu le sais, moi et Rouba, on a un petit historique. On ne s'est jamais connus personnellement, mais on a fait des batailles là, dans Laurier-Dorion. Elle était candidate en 2007 et 2008. Je veux dire, heureusement pour elle, que ça n'a pas bien fonctionné parce qu'elle a eu un comté beaucoup meilleur. Elle a eu quand même Mercier. Puis quand même, tu sais, quand en fait, je préparais la place pour que Andrés puisse c'est ça. Andrés Fontesi, là, qui est le député actuel de Laurier-Dorion. Oui, mais j'ai presque envie de dire que quelque part, elle est aussi pour quelque chose de l'élection du député libéral à l'époque, parce que si on additionnait les voix PQ et QS... Ah mon Dieu, vous me ramenez dans cette affaire-là de la division du vote. Je me rappelle à l'époque, on s'est réconciliés, mais Elsie Lefebvre m'en voulait tellement. Elle était certaine que c'est à cause du PQ qu'elle n'est pas rentrée. Oui, peut-être mathématiquement, mais c'est plus le cas aujourd'hui, 15 ans plus tard. Non, je sais, c'est une blague, puis je faisais vraiment pas référence à ça, je le savais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Ben, vous avez compris un peu le principe, c'est que nous, on fait des discussions. Ce ne sont pas des entrevues, nous ne sommes pas des journalistes, mais... C'est pour ça que je suis venue. Ah bon, tant mieux. Ben, c'est bien, peut-être qu'un jour, on va plus grossir, puis les gens voudront plus venir. Mais mais dans le fond, on fait la discussion, puis c'est intéressant parce que vous êtes une élue quand même de l'Assemblée nationale depuis 2018. Vous avez quand même commencé votre implication depuis longtemps. Puis j'aimerais ça qu'on commence notre discussion. Parlez-nous alors, Madame Ghazal, parlez-nous de Rouba. On veut connaître Rouba, c'est-à-dire un petit peu votre parcours. Je sais que beaucoup de gens le connaissent, mais c'est bien. On est dans un format podcast, là, donc vous pouvez le résumer un petit peu. Là, on ne veut pas parler juste de ça, mais il y a bien d'autres choses aussi intéressantes à discuter. Mais un peu de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené en politique. Oui, mais vous avez raison. C'est pas tout le monde nécessairement qui le sait. Moi, je suis membre fondatrice de Québec solidaire. Je suis là depuis le début, depuis 2006, et même un petit peu avant. Puis souvent, on va dire les idées mènent le monde, mais en réalité, c'est pas les idées, c'est les gens. Puis moi, il y a une personne pour qui j'ai énormément d'admiration, c'est Françoise David. J'étais toute jeune dans les années 90, fin 90, je regardais aller cette femme qui était présidente de la Fédération des femmes du Québec. Et je me disais, cette femme-là, si un jour elle va en politique, parce que elle se faisait poser la question, puis elle disait non, pas maintenant. Et je me disais, si elle va en politique, moi, j'aimerais ça la suivre. Puis au début des années 2000, elle a parti un mouvement politique avec plusieurs personnes. François Saillant, qui était au Frappeux à l'époque. Manon Massé, qui était une illustre inconnue à l'époque 2003-2004. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de m'engager dans ma société. Je peux pas juste faire une job de 9 à 5. Je veux m'impliquer. Et j'ai décidé de suivre ce que Françoise David faisait. Pas pour devenir députée, pas pour devenir politicienne. No! Parce que je veux être militante. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme-là. Moi, je l'aime, ce terme-là. Je milite pour une cause, pour quelque chose. J'aime beaucoup ça. Puis, pour m'impliquer dans la justice sociale, féministe, je suis féministe depuis 15 ans, alors que mon père me disait toujours non à tout pour me protéger, mais qui disait oui à mon petit frère. Ça, j'aimais pas ça. C'est grâce à mon père que je suis devenue féministe. Merci, papa. Donc, moi, je m'impliquais en politique, puis ça vient vraiment pas de ma famille. Mes parents n'aiment pas du tout la politique. Il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui sont au Québec qui n'aiment pas la politique. Moi, je suis d'origine palestinienne.
mais je suis née au Liban au début de la guerre. J'ai pas vécu au Liban, j'ai vécu aux Émirats arabes unis jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais mes parents, pour eux, la politique, c'est la chicane, mais c'est plus que ça. C'est la guerre, c'est des conflits. Et pour eux, c'est pas pour nous, ça. Mais moi, je ne sais pas d'où ça me vient. Ça doit être du sang d'un ancêtre palestinien qui coule dans mes veines, qu'on ne connaît pas, qui aimait la politique et qui m'a transmis ça. Moi, j'ai toujours aimé ça. Même à l'âge de 16 ans, j'avais même pas le droit de vote. Puis je me rappelle, comme il y avait Kim Campbell. Oui. Donc, ça m'a marqué comme jeune fille. J'avais même pas le droit, c'est ça, j'avais 16 ans, qu'une femme puisse un jour devenir première ministre. Puis là, il y avait la course aussi avec Jean Charest. Je me rappelle de tout ça. J'étais très jeune, mais je m'en rappelle. Et je l'expliquais à mes parents. Je leur dis qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est sûr que j'avais pas tout compris, puis j'expliquais tout croche. Mais quand même, c'est vraiment, ça me vient de quelque part. Ça vient pas de ma famille. Alors, de la course à la chefferie des conservateurs de 93... définitivement, vous n'êtes pas conservatrice, là. Non, je le regardais juste parce que... Non, puis à l'époque, probablement que je savais pas ce que j'étais, là. Ouais. Je veux dire, j'étais trop jeune pour réfléchir à ça, mais je savais que j'étais pour féministe, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il y a une femme. Mais justement, j'aimerais vraiment savoir, parce que là, vous nous montrez une image où il y a cet esprit-là familial où c'est non à la politique, c'est toutes les perceptions négatives, toutes les connotations négatives qu'un immigrant peut amener de chez lui ici. Puis là, fast forward, là, on est en 2024, vous êtes élu, non seulement élu, mais vous étiez dans la course pour devenir co-porte-parole, vous êtes partout au Québec, vous êtes vraiment impliqué, vous êtes quand même une personne importante au sein du parti. La famille, comment ça se passe maintenant avec ça? Est-ce que c'est un contraste ou est-ce qu'ils ont compris que c'est ça la réalité maintenant ou comment ça se passe? En 2018, mes parents étaient extrêmement fiers que leur fille devienne députée. Ouais. Ça, c'était clair. Lors de la sermentation, je me rappelle toujours, c'est comme un mariage à la sermentation, même mieux. J'ai déjà été mariée, mais bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Et tu sais, un père, ça pleure pas souvent, mais là, mon père pleurait. Émotion. J'en parle maintenant, puis j'ai la chair de poule, puis vraiment, même maintenant, mon père, il est beaucoup plus vieux, c'est vraiment différent, mais il me regarde, puis comme, tu sais, il est admiratif de sa fille, puis il dit, OK, j'ai réussi quelque chose. Puis nous, on est 5 enfants, moi, je suis la plus vieille de 5 enfants, il y a une pharmacienne, un ingénieur, etc. Donc, c'est un peu typique des familles immigrantes où les parents viennent pour l'éducation de leurs enfants, pour que leurs enfants puissent faire tout ce dont ils aspirent, même si au début, ils sont pas sûrs, ils doutent, ils ont peur pour nous tout le temps. Ils auraient préféré qu'on fasse des petits jobs tout tranquilles, mais ils voient qu'on va plus loin que ce qu'eux, ils avaient espéré. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, ils sont extrêmement fiers. Ah oui. Même si je me rappelle, au début de Québec solidaire, par exemple, j'allais dans des congrès. Là, mon père me disait, mais c'est quoi ça? En plus, c'est toi qui dépenses, parce que, tu sais, on est bénévole, là. Tu t'en vas, tu te déplaces toi-même par ton argent. Il me dit, tu payes pour être impliqué, c'est quoi ça? Ils ne comprenaient pas, mes parents à l'époque. Mais moi, c'était vraiment pour un engagement parce que je ne voulais pas juste faire du 9 à 5. Je voulais m'impliquer dans ma société, faire une différence. Puis c'était vraiment plus... Tu sais, en 2007, quand je me suis présentée, Georges s'en rappelle très bien, c'est vraiment... Moi, je voulais même pas me présenter. En fait, je voulais rester impliquée. Je voulais m'impliquer, puis j'avais pas confiance en moi, comme toutes les femmes. Puis il a fallu que Françoise s'assoie avec moi, puis me dise, bon, Ruba, maintenant que tu es impliquée, puis j'étais même sur le premier comité de coordination nationale, ça c'est comme le CA de Québec solidaire. J'étais jeune à l'époque, fait que j'étais responsable auprès des jeunes. Et elle me disait, ben là, tu es assez impliquée, faut que tu te présentes, on a besoin d'avoir des femmes et tout ça. C'était important à Québec solidaire depuis toujours d'avoir au moins 50% des candidates de femmes. Fait que j'avais besoin de ces encouragements-là. Souvent, ma mère me dit que Françoise David, c'est comme mon autre mère, ma mère adoptive, puis c'est vrai. Mais justement, j'allais justement venir là-dessus, l'importance d'avoir des mentors dans tout, évidemment, mais surtout en politique, tu as besoin de quelqu'un de te donner un petit coup, là, de te pousser, même si tu penses que c'est pas pour moi, je suis pas prêt, j'ai peur, qu'importe l'excuse. Un petit coup de pouce. Là. Il y a toujours des personnes derrière toi qui savent un peu plus, puis ont confiance, puis c'est important d'avoir ces gens-là dans l'entourage. Pour toi, c'est Françoise David. Puis Françoise David, en passant, là, une femme extraordinaire. Ben oui. J'ai eu les valeurs à la bonne place. Donc, d'avoir une dame comme ça, de te dire « go ».
puis on est derrière toi. Pour toi, c'est quoi ça avec François David? J'y serais pas allée sans cet appui-là, c'est sûr et certain, c'est fondamental. Puis même, je veux dire, quand j'ai parlé avec Amir pour me présenter, comme en 2018, c'est sûr que j'ai parlé aussi avec Françoise. Donc, peu importe ce que je fais, pas tout le temps, mais tu sais, des fois, je me pose une question, je suis pas certaine. C'est sûr que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça. Puis pour que je me présente en 2007, après ça en 2008, puis plus tard, sans Françoise, sans quelqu'un. Puis aussi, il y avait Manon aussi qui était présente. Elle l'est devenue encore plus depuis 2018 comme mentor. Donc, on a besoin de ces gens-là. Puis beaucoup quand on est une femme, parce que une femme, avant de faire je veux pas faire de l'essentialisme, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, mais de façon majoritaire, puis on le voit. Avant de faire la politique, de prendre la parole, de prendre sa place qui lui revient, on a besoin, on dirait, d'avoir lu plein de livres, d'avoir fait un doctorat, d'être sûre et certaine pour pas dire de niaiseries. Puis les gars, puis moi, j'admire ça. Je veux dire, c'est pas un défaut chez les garçons de dire, je lève la main puis je vais y aller. Hier, j'étais à l'Université Laval dans un cocktail de l'Association des étudiants de l'Université Laval, puis ils invitaient toutes sortes de personnalités. Puis il y avait des jeunes qui étaient en sciences politiques, puis il y en a un qui me dit, il est tout jeune, là, je pense qu'il a à peine 20 ans, puis il me dit, moi, je sais que je vais me présenter puis je vais devenir député. Tu sais, lui, il est sûr, il n'y a pas eu de fille qui me dit ça. Ouais. Puis, mais je trouve ça le fun d'avoir ce gars-là, mais pour moi, c'était important d'avoir cet appui-là, sinon je ne serais pas allée. Pourquoi est-ce que tu penses que ce réflexe-là existe plus pour les jeunes garçons, les jeunes hommes que les jeunes femmes? Tu sais? Et puis c'est vrai, on entend rarement des filles dire « Moi, je veux être député, moi, je veux représenter, puis tu sais, je veux aller à l'Assemblée nationale. » C'est sûr que maintenant, je pense que tous les partis font un effort supplémentaire afin d'ouvrir ces portes-là et encourager les femmes à se présenter. Mais pourquoi que les femmes n'ont pas ce réflexe-là de dire « Moi, je saute dans l'arène politique? » Même moi, ça m'intéressait beaucoup, mais je suis allée jusqu'à m'impliquer, jusqu'à avoir un poste électif à l'interne, mais peut-être pas pour me présenter. Puis peut-être c'est la façon qu'on est socialisé, peut-être. C'est difficile à dire. Puis il y a aussi peut-être cette peur quand on est attaqué comme femme. On n'est pas attaqué de la même façon. Les hommes aussi sont attaqués, puis ça peut être violent, puis ça peut être très, très dur pour les hommes. Mais les femmes, on va être attaquées sur le fait qu'on est une femme. Ouais, on va faire référence à des parties de notre corps, des choses comme ça. Donc ça vient peut-être faire encore plus peur. Puis donc, c'est ça, ça prend un entourage. On ne peut pas juste dire aux femmes let's go, t'es capable, t'es bonne, vas-y, faut que tu crois en toi. Ça, c'est pas suffisant. Oui, bien sûr, il faut faire ça, mais c'est pas suffisant. Tu sais, le fait que moi, je sois députée dans Mercier, dans un comté, il n'y a jamais de comté sûr, il faut toujours faire un travail, mais quand même un comté c'est gagnable. Aujourd'hui, c'est gagnable. Ça a pris une élection là, pour Amir, pour l'avoir. Si je suis là, c'est pas juste parce que je suis bonne, puis je suis capable, puis je suis la meilleure. C'est vraiment parce que pour le parti, c'était important aussi d'avoir dans des comtés gagnables des femmes issues de l'immigration, qui étaient militantes, qui étaient, tu sais, moi, je suis pas une vedette là en 2018. Donc, il y a aussi une façon systémique. Le système fait en sorte qu'on encourage puis qu'on s'assure qu'il y ait des femmes qui soient présentes. Ça ne peut pas être juste en comptant sur notre propre motivation personnelle. Alors, des Émirats arabes unis, vous avez votre famille a immigré au Québec, installée à Montréal, je suppose. Oui, 2 ans, puis après ça, on est allé à Laval. D'accord. Et là, vous avez... comment dire, vous avez... Je parlais pas un mot de français. C'est ça, vous parliez pas français. Je suis arrivée ici comme les Palestiniens, même si je suis née au Liban, mais les Palestiniens, c'est plus anglophone. Puis, je veux dire, mon anglais n'était pas si bon que ça. C'était vraiment arabe. La langue maternelle, c'est l'arabe palestinien. Et quand on est arrivé au Québec, je suis allée dans une classe d'accueil. C'est un moment très marquant pour moi. C'est la plus belle année de ma vie. Je sais qu'il y a des gens, tu sais, pour eux, c'est peut-être difficile et tout ça. Ça l'a été pour mes parents. Parce que mon père est resté à peu près un an et demi à pas travailler. Mais pour moi, c'était extraordinaire parce que je venais d'un milieu où les enfants, ils n'ont pas beaucoup le droit de parole. Hein. Moi, je me rappelle dans les années, c'était les années 80, mon enfance, des coups de règles quand on s'est trompé en chantant une chanson, imaginez. Donc, c'était très, très dur, là, cette façon traditionnelle de faire l'éducation, très, très stricte. Puis ici, la prof, on peut l'appeler par son prénom. C'est un choc culturel. C'est un choc, mais en même temps, c'était super rafraîchissant. bon. On pouvait aller au parc
Donc, à vélo, moi, je savais même pas faire du vélo. Je l'ai appris ici. J'avais quand même 10 ans. C'est fou, hein? Wow. Maintenant, je m'en rappelle. Donc, faire du vélo, il y a comme une liberté à aller au parc qui est à côté. C'est le même oud que Adib El Khalidé, le parc à Ville-Saint-Laurent, donc le petit Liban. C'est là que on est arrivé. Puis, pour nous, ça a été une liberté. Alors, vous avez appris le français, donc forcément, vous Oui. avez fait votre cégep, vous êtes allé à l'université. Oui. Rappelez-moi, vous avez fait... J'ai fait un bac en administration des affaires de cette grande école du capitalisme, les HEC. Les HEC, c'est ça? C'est ça. C'est là que mon engagement a commencé en me disant OK. Et puis, quoique, il y a des programmes au HEC oui, aujourd'hui, ça a changé. d'économie sociale et Oui, des tout choses à comme ça fait, qui sont tout à très fait. intéressants, j'imagine. Oh, oui. Je ne les ai pas suivis, mais oui. Oh, oui. Puis bon, par la suite, quand même, vous avez un parcours professionnel. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai été au HEC. J'ai commencé aussi à m'impliquer dans une association étudiante. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à m'impliquer pour dire oui, il faut faire des affaires, mais il faut respecter les droits humains. On parlait beaucoup du commerce équitable aussi à l'époque. Après ça, suite à mon implication, pendant que j'étais au HEC, quand j'ai terminé en comptabilité, moi aussi, comme François Legault, j'ai mais j'ai pas eu de diplôme. Je suis allée pour aller chercher le CA, comptable agréé, puis j'ai détesté ça pour mourir. C'est parce que tout le monde dans ma famille est comptable. Fait que je me dis, je vais suivre la voie familiale, mais c'était pas fait pour moi. Mon père me regardait et me disait, c'est pas fait pour toi, mais c'est bon. Puis je suis allée après ça faire une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Puis à l'époque, ça c'est au début des années 2000, 2001 à 2003, à Sherbrooke. Puis on n'en parlait pas autant. Ça veut dire que c'était très présent, c'était important, mais c'était pas à ce point-là. Puis j'avais envie d'avoir un travail qui est en accord avec mes valeurs. Après ça, je me suis dit, j'aurais pu travailler comme fonctionnaire, mais moi, j'avais envie d'aller dans le cœur, là où ça se passe vraiment, là, c'est-à-dire dans les industries. Oui. Je suis une fille très terrain. Moi, j'aime quand c'est concret. J'ai un côté aussi intellectuel. J'aime beaucoup lire, réfléchir, philosopher, mais j'ai besoin d'être dans le vrai monde, sur le plancher des vaches. Fait que là, j'ai travaillé chez Bombardier, à Mirabel, dans une usine aéronautique qui est maintenant plus Bombardier. Maintenant, c'est Airbus. Mais quand même une fierté québécoise. Oui, fierté québécoise. J'ai travaillé là jusqu'en 2007. Je me suis présentée aux élections. Après ça, j'ai travaillé dans une usine pharmaceutique. J'ai travaillé dans l'industrie en protection de l'environnement. Je suis aussi allée chercher un certificat en santé et sécurité au travail. Et je m'impliquais en même temps. Pendant que je travaillais, je m'impliquais les soirs et les fins de semaine. Alors, qu'est-ce qui vous a mené dans votre parcours à d'abord embrasser Québec solidaire, au-delà, bien sûr, du fait que vous étiez, d'une certaine manière, fan de Mme David, de Françoise David, et d'être une militante indépendantiste. Oui. Et je vous pose la question d'une manière générale, comme je l'aurais posée à plusieurs personnes. Et avec vous, j'ai envie de dire, je la pose aussi parce que, disons que c'est un parcours qui, dans l'inconscient des gens, paraît plus atypique pour une personne issue de l'immigration. Oui. Oui. De moins en moins aujourd'hui. Mais à l'époque, oui. Tu sais, moi, j'ai assisté à toute la discussion aussi avant qu'on devienne Québec solidaire. Québec solidaire est issu de la fusion entre le mouvement politique de Françoise David, Option citoyenne, et le parti, à l'époque, de gauche, là, avec Amir Kadir. Là, si on veut, il y avait bien plus de monde que ça, mais les têtes d'affiche. Ça s'appelait comment L'Union déjà? L'Union des Forces progressistes. L'UFP. Et puis moi j'étais de la branche Option citoyenne et je me rappelle pendant 1 an, on a pris ce temps de discussion puis de réfléchir, est-ce que ce mouvement-là va être indépendantiste? T'sais, moi, j'étais pas mal certaine qu'on allait ça allait être ça, mais il y a eu quand même cette réflexion-là. Puis ça, c'est une façon aussi de faire qui est différente, de dire, c'est pas l'indépendance du Québec, c'est pas crois ou meurs. Tu crois à l'indépendance ou tu crois pas? Tu crois-tu vraiment ou tu crois pas beaucoup? Ou tu crois... Tu sais, il y a un côté religieux qui, moi, m'horripile, alors qu'au contraire, c'est plus une réflexion, c'est pourquoi. Il y a des gens pour qui c'est important de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Il y en a d'autres pour qui, on veut continuer. L'indépendance, c'est important parce que c'est le destin ultime là, du Québec pour continuer le combat des patriotes. Il y a toutes sortes de raisons. Toutes ces raisons-là sont correctes. Il n'y a pas besoin de dire c'est mieux cette raison-là ou cette raison-là. Fait que je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là de dire est-ce qu'on va devenir indépendantiste puis pourquoi puis quelle sorte de pays on veut devenir. Moi, toute mon enfance, ma famille, avant même de venir au Québec, me parlait du rêve d'avoir un pays. Moi, je suis d'origine palestinienne. Puis tous les enfants palestiniens à travers le monde, parce qu'il y a toute une diaspora, ils ne sont pas juste malheureusement à Gaza maintenant en train d'être tués ou en Cisjordanie, ils sont partout à travers le monde,
il y a ce rêve d'avoir un pays. Ma mère, quand ma sœur, j'ai une sœur qui est née ici, on a 15 ans de différence au Québec. Quand elle est née, elle appelle ma grand-mère, qui était au Liban encore à l'époque, puis elle lui dit, elle lui donne toutes les informations. Puis là, ma grand-mère est au Liban, puis elle s'en va à un bureau des réfugiés palestiniens pour avoir un papier qui démontre que ma sœur qui est née ici, que c'est une Palestinienne, pour avoir des papiers, pour qu'un jour, si on retourne, puis qu'on a un pays. Donc, toute mon enfance, il y a eu ce rêve d'avoir un pays. Puis souvent, je le dis, moi, j'ai deux nations, la nation palestinienne et québécoise, mais je n'ai pas de pays. Je sens aucune appartenance au Canada, pas parce que c'est une mauvaise place, au contraire. Je veux dire, j'ai des bonnes discussions dans ma famille qui se disent « Comment ça, t'aimes pas le Canada? C'est eux qui nous ont accueillis. Ouais. Ton passeport, t'as pas honte, etc. » Bien, je n'ai pas cette appartenance-là. Puis c'est sûr que ça, cet amour du Québec n'est pas arrivé dès que je suis descendue sur le tarmac là, de l'avion là, en arrivant à l'âge de 10 ans. C'est pas là que tout d'un coup, je suis devenue québécoise. J'ai dit « Je veux faire l'indépendance du Québec. » C'est une construction de mon identité québécoise qui a pris du temps. Puis, jeune adulte, en regardant, en lisant des livres sur l'histoire, moi, je suis une amoureuse d'histoire du Québec, en regardant des films, de l'ONF aussi, il y a beaucoup des films de Pierre Perrault, d'Arcan, tout ça. En regardant tout ça, je me suis dit, ben c'est comme la suite logique du destin de ce peuple-là. Puis, il y a aussi quelque chose du cœur qui ne peut pas être juste dit, qui peut pas être juste par des arguments. C'est pas juste par des arguments économiques. Il y a quelque chose de l'émotif. Puis moi, je sens que je n'aurais pas eu la même vie de femme que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus épanouie que quand je regarde, par exemple, mes cousines qui sont restées, qui sont au Liban, que si j'ai pas été au Québec. Puis là, on pourrait dire, oui, mais Ruba, t'aurais pu aller en Espagne, t'aurais pu aller en France, puis t'aurais dit la même chose. Oui, mais je suis au Québec et c'est là que je me sens appartenir. J'ai un amour fou de la langue française. Je pense, tu sais, peut-être que je rêve en arabe, je n'arrive pas à le savoir, probablement, parce que ça reste quand même la langue maternelle, mais le français, c'est tellement ancré chez moi. Puis dans ma famille, on parle arabe, là. On parle pas dans ma famille, mes parents, là, je m'en vais chez eux demain soir, on parle en arabe, là. Alors justement, donc là, on comprend bien un peu votre cheminement indépendantiste. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne fera pas de classification, mais vous êtes quand même une des têtes d'affiche de l'indépendance au sein même de votre parti. Donc, d'ailleurs, il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? Nouveau-Québec. Nouveau-Québec, le projet Nouveau-Québec. Alors, parlez-en-nous un petit peu. Bien, en fait, je suis l'ambassadrice de cette campagne. J'en avais parlé avec Émilie Sartérien et Gabriel, qui, même, tu sais, je veux dire, moi, pendant la course au porte-parole, ça a créé un buzz là, dans le parti, la façon que je parlais de l'indépendance. Puis, on m'a dit, ben là, tu sais, il y a une campagne, c'est nos membres, il y a à peu près 1 an, qui ont dit, on a tellement un beau projet de l'indépendance du Québec qu'on n'entend pas trop dans l'espace public, disons, depuis les 40 dernières années. On a une façon originale, différente de promouvoir ce projet-là. Ça serait bien qu'on en parle. Et c'est là que le parti a travaillé sur une campagne qui s'appelle Nouveau-Québec. Donc, vos auditeurs peuvent aller sur nouveauquebec.info. Voilà pour la plug. C'est très, très beau. La fleur de lys, toutes les couleurs aussi de cette campagne sont très belles. On m'a dit, ben tu le portes tellement bien de façon naturelle. Est-ce que tu accepterais d'être l'ambassadrice? Puis c'est sûr que ça me fait énormément plaisir. Puis l'idée de ça, c'est de faire un petit peu la pédagogie. Pourquoi l'indépendance? Comment l'indépendance? La façon qu'on veut y accéder. Je sais que Gabriel aussi en avait parlé quand il est venu ici. Puis aussi, surtout, ce qui est important, c'est d'en parler aux plus jeunes. Les plus jeunes qui n'étaient pas nés en 1995, pour beaucoup, qui ne savent pas pourquoi, qui n'en entendent parler un petit peu à gauche et à droite, mais pas tant que ça. C'est pas appris. Donc, ça serait de parler avec ces jeunes-là. C'est une campagne de communication, mais aussi, moi, je fais une tournée. Je vais faire une tournée. Je vais être à l'UQAM lundi. Je m'en vais à l'Université du Québec à Rimouski jeudi avec Sol, etc. Je vais en faire plusieurs pour aller dans les cégeps et les universités pour parler du projet d'indépendance de Québec solidaire. Pourquoi est-ce qu'on veut faire le pays? Notamment, les jeunes, ce qui les touche beaucoup, puis qui ressentent, eux autres, dans leur cœur, là, c'est beaucoup la question de la crise climatique. Ouais. On le vit là, aujourd'hui. Là. Moi, je n'avais pas besoin de mon manteau, puis on est au mois de mars. Là. C'est horrible. Fait que c'est de sortir de l'État pétrolier canadien. Ça, c'est un outil, par exemple, l'indépendance. Et alors, OK.
j'essaye de vous suivre. C'est-à-dire, si on parle de crise climatique, je pense que, genre, à part vraiment des personnes qui veulent vraiment pas y croire, là, c'est sûr qu'on le vit, la crise climatique. Il reste que je ne vois pas le lien entre la crise climatique et le besoin de sortir du Canada. Et honnêtement, c'est pas le fédéraliste en moi qui parle, là, j'essaie juste de suivre le raisonnement. Pourquoi s'attaquer à la crise climatique par des Québécois passerait par la séparation du Québec? Le Canada, qu'on le veuille ou pas, là, je veux dire, il y a les sables bitumineux, c'est un État pétrolier, puis là, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. Est-ce qu'il va y avoir à un autre moment un autre pipeline? On se rappelle de GNL Québec, là, qui était du gaz naturel liquéfié qui venait des sables bitumineux de l'Alberta, qui traversait le pays, puis qui devait aller jusque dans le fjord du Saguenay, traverser pour exporter ce pétrole-là ailleurs. Puis c'est normal parce que l'État canadien produit du pétrole. Ici, au Québec, on n'est pas un État pétrolier. On n'en a pas besoin. On pourrait devenir un modèle extraordinaire de la transition écologique de l'économie ici au Québec puis on a tout ce qu'on a besoin pour faire cette transition. L'énergie propre, on a les talents, on a les entreprises, etc. Donc, on peut le faire. Mais ça, c'est une raison qui touche vraiment les jeunes. Puis c'est une façon où est-ce qu'on peut avancer sans attendre, par exemple, après le gouvernement fédéral. Après ça, bien sûr, si on est un État indépendant, il pourra avoir un gouvernement peut-être un peu comme la CAQ ou un gouvernement qui croit moins à ça puis qui va moins faire la transition. Mais la façon qu'au Québec, on est, là, tu sais, tout ce qu'on a comme potentiel pour faire la transition avec l'énergie propre, qui est une richesse, Hydro-Québec est une richesse, puis un bien commun tellement incroyable, bien, c'est plus facile que de dire, que d'avoir cette confrontation avec le fédéral par rapport à la question de l'environnement. Fait que ça, c'est comme une façon. Mais il y a une autre façon, moi, qui est très, très importante, c'est que dans l'espace public, j'ai envie que les jeunes issus de l'immigration, qui étaient comme moi il y a 30 ans, qu'ils entendent parler du Québec de façon différente que ce qu'on entend en ce moment. Souvent, il y a comme un discours où on a l'impression que pour protéger la langue française, il faudrait qu'il y ait moins d'immigrants, alors que c'est exactement le contraire. On ne va pas demander aux femmes canadiennes françaises pour la survie de la nation de faire plus d'enfants. Elles vont dire non. Non, merci, on n'en fera pas plus. On ne peut plus faire ça comme ça. Fait que si on veut que le Québec progresse, puis que la langue française continue à être protégée ici, oui, bien sûr, il faut légiférer. Moi, je me réclame toujours d'être une enfant de la loi 101. C'est grâce... On est plusieurs. Vous l'êtes, ouais. Georges. Ouais. On a 2 points en commun, Laurier d'Orion et enfant de la loi 101. Et donc, c'est nous qui allons assurer ces enfants d'immigrants qui viennent ici dans nos écoles, qui vont assurer l'avenir de la langue française en prenant cette langue, en jouant avec, en la transformant. Puis c'est très, très beau, qu'est-ce qui va sortir de ça. Donc, puis ce discours-là, moi, j'ai envie qu'on l'entende. L'indépendance, parce qu'on aime le Québec, puis aussi parce qu'on a envie d'être... tu sais, en ce moment, le discours qui dit « On aime le Québec, on est fiers du Québec », tu sais, de François Legault, qui dit ça, puis qui peut rebuter les jeunes. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire? On aime le Canada. Regardez, Justin Trudeau, il parle du multiculturalisme, je peux vivre ma vie comme je veux. Je vous donne un exemple. Moi, mon oncle, quand il a eu la citoyenneté, lui, il est arrivé un peu plus tard, puis il est allé pour rejurer allégeance à la reine pour avoir la citoyenneté. Moi, j'avais 14 ans quand on avait vécu ça. Puis la juge qui était là, qui faisait la sermentation, elle a dit, ici au Canada, vous pouvez vivre comme vous voulez. Parler votre langue, vivre votre culture, votre religion, comme si vous étiez dans votre pays. Puis mon oncle trouvait ça extraordinaire. C'est comme si je suis dans mon pays, mais je suis ailleurs, dans un endroit où il y a la paix et tout ça. Puis je peux vivre comme si j'étais dans mon pays. Mais au Québec, moi, je trouve que... Moi, j'aime pas ça, cette façon de vivre, là. Quand on dit qu'on veut un pays, c'est pour avoir un projet collectif. On n'est pas juste des individus qui vivons les uns à côté des autres dans notre bungalow avec notre piscine, notre chien, notre famille, puis on parle pas aux autres, puis moi, mes droits, ma façon de vivre, puis je veux rien savoir des autres. Ce qui est beau, c'est de vivre en commun. Oui,
on est chez nous, on vit dans notre bungalow si on veut, puis on a notre piscine et tout ça. Oui, il y a cet aspect un peu plus individuel, mais après ça, quand on sort, qu'est-ce qui fait qu'on fait société? Qu'est-ce qui fait qu'on est nous ensemble? Puis c'est ça le modèle d'intégration qui est beaucoup plus que je voudrais qu'il soit beaucoup plus sexy que le modèle qui est vendu par le fédéral. Puis il n'est pas entendu. Puis moi, je le porte. Québec solidaire porte ce message-là. Puis c'est entre autres parler de ça quand la campagne de Nouveau Québec, c'est ça son objectif aussi. Je veux juste rebondir un petit peu là-dessus, dans le sens que, alors loin, très, très loin de moi, l'envie de défendre le multiculturalisme lorsque j'adhère moi-même à un modèle interculturel, celui qu'on prône au Québec et puis tous les partis à l'Assemblée nationale. Oui, mais il n'y a rien d'officiel. Non, je suis d'accord. Effectivement. Donc, c'est comme du jello, là, notre interculturalisme. C'est mou, alors que le multiculturalisme au Canada est fort, il y a une loi, c'est dans la charte. Non, effectivement, je suis bien d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a rien qui vient encadrer l'interculturalisme au Québec, en tout cas rien de suffisamment fort, je suis d'accord, alors qu'il y a une loi depuis les années 70 sur le multiculturalisme. Cela dit, je me sens un peu obligé d'intervenir dans le sens que quand on va dans le reste du Canada, puis on l'a visité, là, c'est quand même... En tout cas, pour un fédéraliste, moi, je considère que c'est le prolongement de notre pays. Hein, donc, et quand on va là-bas, moi, j'ai pas non plus ce sentiment-là de on a notre famille fermée avec notre chien en banlieue, puis on parle pas aux voisins, etc. C'est une caricature que je faisais. Effectivement, j'ai compris que c'était une caricature, mais c'est-à-dire que c'est pas vrai que le bien commun dans le reste du Canada, quand bien même on adhère à un modèle multiculturel, il n'y a pas une volonté d'avoir une identité commune. Oui, une identité commune. Ouais. D'ailleurs, on le voit dans plusieurs villes du Canada, notamment à Toronto. Il y a des Sikhs qui portent un turban, qui tiennent à la tradition canadienne, ou à tout le moins l'idée qu'on se fait d'une tradition canadienne ou d'une culture canadienne commune. Ils portent ça très haut, puis donc malgré le fait qu'ils sont originaires parfois d'autres pays. Donc... Au Québec, il va toujours avoir une insécurité culturelle et linguistique. Toujours. C'est juste. Puis, quand cette insécurité va s'apaiser, moi, je pense elle s'apaisera jamais tant et aussi longtemps que le Québec ne sera pas un pays. Ça va toujours être une dualité. Ma famille, quand ils sont venus au Québec, comme beaucoup de familles d'immigrants, ils ne sont pas arrivés au Québec. Ils avaient les deux pieds au Québec, mais dans leur tête, ils étaient au Canada. C'est normal, c'est le Canada qui les a accueillis, même s'ils avaient aussi, on est arrivés comme immigrants là, permanents. Et donc, il y a toujours cette idée qu'on a le choix. Oui, nos enfants vont aller à l'école en français, mais tu sais, je regarde, par exemple, moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont arrivés beaucoup plus vieux. Donc, ils sont arrivés déjà au cégep, ils sont allés en anglais. Et ils vieillissent, ils élèvent leurs enfants, tout ça. Puis, s'ils se marient avec quelqu'un qui est un ayant droit, ben c'est terminé. Ils vivent dans la communauté anglophone. Puis, je dis pas que c'est mauvais non plus. Je veux dire, on veut respecter, on veut pas obliger les gens dans leur façon de vivre. Mais c'est plus, si on était un pays, ça serait clair, ça serait simple. Comme en France, je veux dire, tu parles français, il n'y a pas de question. On ne se pose pas de questions, même si en France, par exemple, tous les pays autour ne parlent pas français, ça se passe en français. Fait que si cette insécurité culturelle était apaisée au Québec, ben ça serait plus facile, une fois qu'on est assis puis on est plus relax, d'ouvrir les bras beaucoup plus fort, puis que les discours un peu plus fermés n'ont plus de pogne. Moi, je trouve que pour les immigrants, pour le respect de nos droits, pour des droits, par exemple, des personnes issues de l'immigration, cette crispation identitaire, elle n'est pas bonne. Alors qu'en étant un pays, on sait que très bien, on est assuré. Puis la CAQ, puis François Legault, il est arrivé un peu avec son nationalisme, là, la voie entre l'indépendance puis le fédéralisme. Son nationalisme qui est un échec une fois après l'autre. Là, on le voit, ça ne marche pas. Là. À un moment donné, ça a une date d'expiration. Son autonomisme. Ben lui, les gens, ils se sont dit « Ah, OK, lui, il va prendre soin de tout, de la langue, de la culture et tout ça. » Puis on se rend compte que c'est pas vraiment vrai. C'est plus dans le discours. Dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Quand des immigrants qui parlent français viennent au Québec puis sont obligés d'apprendre, moi j'en ai dans mon comté, ils parlent français de leur pays. Là, ils sont arrivés, ils parlent français. Pour avoir une job, il faut qu'ils apprennent l'anglais. C'est une réalité en ce moment.
Ouais, je veux juste revenir parce que là, vous mentionnez M. Legault puis la CAQ, mais eux autres, ils ont réussi quand même à convaincre les gens, surtout dans les régions. Ils ont eu les sièges. Je veux revenir un peu sur ce que vous disiez tantôt concernant les enfants de la langue 101 puis les immigrants. Puis on sait que ça se passe pas mal plus dans les grandes villes, certainement Montréal. Là, vous êtes en tournée avec le projet Nouveau-Québec. Comment ça se passe? C'est quoi la réception que vous avez? Est-ce que les gens... Il y a des liens que vous faites là-bas. Est-ce que vous touchez à quelque chose? Est-ce que y a-t-il quelque chose qui colle dans les régions avec le projet? La semaine passée, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ça a créé vraiment un hit. On a fait une assemblée dans un bar, puis il y avait beaucoup de monde. Il y avait même beaucoup des péquistes qui sont venus puis qui étaient curieux. Ils disaient, moi, je suis péquiste, je suis pas pour Québec solidaire, mais je trouve ça très beau ce que vous êtes en train de faire. Puis c'est important de construire ce qu'on appelle le camp du oui. Parce que faire un pays, puis donc c'est très bien reçu. Puis je vais en faire une autre aussi, comme je parlais de Rimouski, je vais aller aussi en Mauricie, mais pas uniquement, à Montréal aussi. Moi, je l'ai vu pendant ma campagne, pour la course au porte-parole. J'ai beaucoup parlé de l'indépendance et ça marchait. Les gens aimaient comment on en parle, puis ils disaient, on veut entendre encore plus ce discours-là. Puis Nouveau-Québec, c'est ce qu'il fait. C'est pas Montréal et les régions, c'est pas aussi divisé que ce que certains aimeraient faire croire. Mais quand on voit la distribution de l'appui des votes, puis c'est pas juste Québec solidaire, parce que le Parti libéral aussi, il peine un peu à rejoindre les gens maintenant aux régions, dans les régions, on voit que il y a une certaine déconnexion. Qu'est-ce qui manque à Québec solidaire? Puis on a posé la question à Marc Tanguay, qui était là pour les libéraux. Qu'est-ce qui manque à Québec solidaire pour aller rejoindre les gens dans les régions, pour avoir plus d'appui? Bien, là, en ce moment, moi, je fais une tournée pour Nouveau-Québec. Il y a aussi Émilie qui est en train de faire une tournée avec plusieurs députés à travers le Québec. En ce moment, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Et ça a été entrepris depuis septembre dernier. Ça va se terminer au mois de mai, mais on n'arrêtera pas de faire des tournées. Moi, en tout cas, pour pouvoir... j'ai besoin de sortir de l'air ici de l'Assemblée nationale, puis après, aller prendre l'air ailleurs. Fait que c'est sûr que je vais continuer aussi à faire des tournées. C'est sûr que c'est pas juste des tournées, c'est-à-dire que c'est pas juste nous, les députés, qui allons le faire. Il y a aussi une mobilisation de nos membres qui ont les deux pieds dedans, qui habitent dans ces régions-là, qui savent qui ressentent un peu c'est quoi qu'on a besoin. Puis peut-être que là, en ce moment, il y a une... je dirais pas un changement, c'est-à-dire que dans les propositions qu'on fait, on a toujours eu à notre esprit ce qui se passe dans les régions. En 2018, là, on a gagné à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, à Sherbrooke, à Québec, puis il y a des endroits où est-ce qu'on a des chances, il y a Saint-François, en Estrie, etc. Et donc, on a réussi à faire ça. Mais là, on veut le faire encore plus. Puis ça peut-être que ça prend du temps. Il y a cette tournée-là qu'on est en train de faire. Il y a des propositions. Par exemple, moi, quand je fais des tournées, je ne fais pas juste des tournées, je m'en vais, puis après ça, je vais à Québec, puis je parle de mes affaires. Je vais amener les dossiers. Je vais dire qu'est-ce que les gens, par exemple, en éducation, je porte-parole en matière d'éducation, qu'est-ce que les gens m'ont dit sur la persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand j'étais à Chicoutimi, puis j'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour plus d'égalité, pour que tous les enfants aient une éducation publique, de qualité, gratuite. Et je vais parler de ces exemples-là au Parlement. Mais ça, on le fait de plus en plus. Alors, vous parlez de tournée. Alors, je comprends que vous allez un peu partout au Québec. Est-ce que vous allez dans des endroits plus proches de là où vous vivez, où vous avez grandi? C'est-à-dire, par exemple, à Laval ou dans certains comtés de Montréal, où il y a effectivement beaucoup de communautés culturelles qui, disons... ne voit pas nécessairement l'avenir du Québec de la même manière que vous le voyez, c'est-à-dire ne le voit pas nécessairement à l'extérieur de la Fédération canadienne. Ouais. Des gens qui n'ont de Canadiens d'ailleurs que le fait d'être québécois, mais qui aiment un petit peu cette façon-là de fonctionner. Alors, est-ce que vous allez les rencontrer aussi? Puis est-ce que vous arrivez à les convaincre? C'est une très, très bonne question. La campagne, elle s'adresse surtout aux jeunes, puis les jeunes issus de partout. Mais c'est sûr que moi, m'appelant Ruba Gazal, venant d'ailleurs et tout ça, c'est sûr que moi, je manque pas une occasion quand je vais, par exemple, même dans la communauté palestinienne. Ils me regardent, ils sont pas sûrs, mais je parle de l'indépendance. Puis c'est sûr que dans cette campagne-là, ça aussi, c'est quelque chose que je veux faire. Puis c'est en parlant de quelque chose que... puis en ayant le dialogue puis la discussion... Pas uniquement la veille d'un référendum, comme c'est souvent qu'on pense. Puis ça devient un combat pour, contre, etc. Là, en ce moment, il n'y a pas de référendum demain matin.
On a le temps de pouvoir avoir cette discussion-là. Puis cette campagne-là, moi, je vais le faire. Je vais parler avec des gens aussi issus des communautés culturelles. Puis ces gens-là, ils sont déjà là. Je veux dire, je fais une assemblée à Montréal, puis je n'ai pas besoin de dire je m'en vais dans telle communauté, dans telle communauté. J'ai pas besoin. Quand je vais aller à l'UQAM, il y a des jeunes qui sont membres de Québec solidaire qui sont indépendantistes, puis eux autres, des fois, ils sont nés ici, mais leurs familles viennent d'ailleurs. C'est des jeunes issus de l'immigration qui y croient, puis ils ont envie que j'en parle aussi. Donc, la meilleure façon d'enlever cette peur-là, c'est d'avoir le temps d'avoir la discussion, puis d'avoir les questions. En 1995, juste avant d'arriver, tu sais, c'était arrivé à peu près 50-50, là, c'est à peu près ça. Quelques mois avant, pas un an, c'était à 40% l'appui à l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Moi, selon moi, ils l'ont fait trop tard. Là. Ils auraient dû commencer peut-être avant, mais peut-être que c'était pas possible. Il y a eu une commission itinérante partout à travers les régions du Québec pour discuter de c'est quoi le projet de pays? Qu'est-ce que vous voulez comme pays? Il y a eu les gens qui ont organisé ça, là, c'était quelqu'un de l'équipe de M. Parizeau, ils étaient étonnés à quel point les gens ont participé. Il y a eu 5500 mémoires rédigées. Puis à l'époque, on n'envoyait pas ça par Internet. Il fallait que tu l'écrives puis que tu l'envoies. Il y a eu 50 000 personnes qui ont participé à toutes les assemblées un peu partout, qui avaient soif de parler de ça. C'est quoi le pays? De poser des questions, de réfléchir. Puis ça, moi, je suis convaincue, c'est pas juste la campagne qui a duré un mois avant, mais toute cette discussion-là, puis cette réflexion-là, puis ce dialogue-là a fait en sorte que l'appui a augmenté. Là, ici, on a encore plus de temps pour parler de ça, puis pas juste dans un débat rapide pour ou contre et en confrontation. Puis c'est la beauté de la chose. Oui. Juste, puis je veux, il y a plein de choses là que je ne sais pas si on va avoir le temps, mais c'est très intéressant parce que là, on parle de ce projet-là, Nouveau-Québec, on parle de souveraineté, vous faites une tournée partout au Québec, mais vous êtes souvent critiqué. Et d'ailleurs, Pascal Bérubé, qui était là il y a 2 semaines, il a mentionné aussi que chez Québec solidaire, on n'en parle pas trop souvent de la souveraineté. C'est sur l'île de Montréal, dépendamment des comtés, il a mentionné la campagne d'Ancien Henri Sainte-Anne où il n'y a personne qui mentionnait la souveraineté de Québec solidaire. Puis... De la même façon que le PQ n'a pas mentionné la souveraineté dans Jean Talon. Mais attention, mais là, vous êtes en train de faire un peu de reconnaissance. Vous reconnaissez que les partis souverainistes ne parlent pas de souveraineté dans certains comtés pour peut-être les gagner. Mais ce que je veux dire, pour nous, qu'on est un peu à l'extérieur, on regarde ça un peu de façon objective. Puis là, il y a la montée du PQ, je pense que tout le monde le reconnaît, ils sont premiers dans les sondages, ça va super bien. Il y a le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui martèle toujours que nous, en arrivant au pouvoir, on fait un référendum dans un premier mandat, c'est clair, net et précis. Puis, je ne veux pas dire que ça arrive là, pour Québec solidaire, parce qu'on sait tout le monde que c'est un parti qui est souverainiste, sauf que si on suit un peu l'argumentaire qui est fait par les autres qui disent que, on n'entend pas parler de souveraineté de Québec solidaire. Tout à coup, le Québec est premier. On parle de référendum dans un premier mandat. Puis là, il y a le projet Nouveau-Québec. Moi, j'ai envie de poser la question, si, hypothétiquement, le Parti québécois n'était pas dans cette position-là, si les sondages n'étaient pas bien, est-ce que ce projet-là aurait vu le jour? C'est faux. Moi, ça m'insulte. Moi, j'en parle beaucoup et je ne suis pas la seule, Zanetti. À chaque campagne électorale, si vous suivez toutes les campagnes électorales de Québec solidaire, nous sommes le seul parti qui, dans notre plateforme électorale, mettons non seulement une proposition de dire qu'on va avoir une assemblée constituante, puis ça va être le premier projet de loi qu'on va adopter comme si on formait le gouvernement, d'avoir une assemblée constituante pour commencer le processus d'accès d'accès à la souveraineté, à l'indépendance. Donc, l'assemblée constituante, donc on est le seul à chaque campagne électorale, puis non seulement on l'écrit, mais aussi on le met dans notre cadre financier, à chaque fois. Puis on ne dit pas, dans un premier référendum, dans un deuxième référendum. Puis c'est dans notre programme depuis les débuts. Puis on n'a pas eu besoin d'attendre M. Pascal Bérubé pour nous dire, il faut que vous parliez d'indépendance plus. C'est nos membres qui nous l'ont dit dans un conseil national en février dernier, qui ont dit, puis ça c'est vrai, ça a été reconnu, peut-être que c'est sorti, c'était dans notre plateforme pendant la campagne de 2022. On en a moins parlé, il n'y a pas eu une sortie en bonne et due forme sur l'indépendance.
l'indépendance. Peut-être qu'il y avait d'autres enjeux aussi. Il n'y a pas eu de sortie non plus sur l'éducation, d'ailleurs. Ça aussi, ça a été remarqué. Donc, des fois, dans une campagne, il y a toutes sortes, vous le savez, toutes sortes d'aléas qui ont fait qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est nos membres qui nous ont dit, là, faut qu'on en parle plus. Et la campagne a commencé, puis on l'a lancée. Maintenant, elle était déjà prête à l'automne, mais on attendait quand même d'avoir la course qu'elle soit terminée. Comment vous le voyez d'abord? Parce que là, je vous crois évidemment. Nous, on sait évidemment c'est quoi la réalité. On connaît les partis, on connaît les plateformes. C'est plutôt dans la perception des gens que je dis ça, que c'est comme une coïncidence que ça arrive un peu en même temps. Comment qu'on joue maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a un parti qui est sorti avec son budget de l'an 1. Ils vont faire un cahier bleu ou je sais pas trop quoi qu'ils vont faire, un livre bleu. Puis là, le Nouveau-Québec, dans un contexte où il y a dans un environnement où il y a ces deux forces-là, qu'est-ce qui arrive? Moi, je trouve ça extraordinaire que tous les partis indépendantistes du Québec parlent d'indépendance. Quand on a lancé la campagne Nouveau-Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit lui-même. C'est très important qu'on parle d'indépendance. Puis il a reconnu que lui-même, sans l'avoir dit comme ça, mais il le sait, 25% de ses appuis dans les sondages, c'est des gens qui ne voteraient pas oui pour un référendum. Donc, et le plus qu'on en parle, le mieux c'est. Puis moi, j'ai espoir en la société civile. C'est le peuple qui fait... qui va créer le parti, comme dans toutes les nations à travers le monde. En Catalogne, moi, j'ai été aussi à Barcelone. J'ai parlé avec des gens du mouvement indépendantiste. Ils ont des partis politiques, plusieurs partis politiques, de gauche, de droite, de centre, qui sont indépendantistes. Qui ont un point en commun. Ils ont un point en commun, c'est l'indépendance. Puis ça a sa place. C'est ça, la démocratie. Mais ce qu'ils ont, c'est un mouvement de la société civile qui est extrêmement fort, beaucoup plus fort même que les partis, puis qui mène la barque de l'indépendance. Puis ici, on a ça au Québec qui commence à être de plus en plus présent. Et d'ailleurs, je vous invite à l'inviter, c'est les Oui Québec, Organisation unie pour l'indépendance. Sa présidente, Camille Goyette-Gingras, qui a commencé à faire un travail extraordinaire aussi auprès des jeunes, où on amène la culture, où on parle de l'indépendance. Puis eux, ce qu'ils font, il y a le Bloc québécois, il y a Québec solidaire, il y a le Parti québécois, il y a des mouvements de toutes sortes, des personnes qui veulent que l'indépendance advienne et qui sont membres des Oui Québec. Les Oui Québec, c'est eux qui sont là pour créer ce mouvement populaire-là, parce que l'indépendance d'un peuple, ça n'appartient pas à un parti politique, ça appartient à son peuple. Non, effectivement. Puis là... Les partis politiques sont un outil important, par contre. Oui, non, mais c'est ça. Puis il reste aussi que c'est des visions de la souveraineté qui sont différentes. Mais écoutez, vous me rappelez quelqu'un, puis je le dis positivement, donc j'espère que c'est pas quelque chose que vous allez mal interpréter ou mal prendre. Mais vous me rappelez un petit peu Maria Mourani. Et là, je m'explique. Oui. Là, je m'explique. Alors, bien sûr que des origines, elle est d'origine libanaise. Oui, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour elle. Vous êtes d'origine palestinienne, elle est d'origine libanaise. Vous avez passé quelques années... Vous êtes né, en fait, au Liban. Oui. Écoutez, le Québec l'a découverte comme étant une des plus ferventes souverainistes. Elle a été députée du Bloc, puis elle a été l'une des plus vocales sur la question. Elle a tenté, un peu comme vous, alors c'est un système un peu différent, de prendre la tête du Bloc québécois. Vous, c'était le co-porte-parole de Québec solidaire, en poussant la question de la souveraineté qui lui était très, 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 très chère. Et elle a vécu une désillusion, et un peu comme vous aussi, femme brillante, féministe, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire de la politique. Puis elle a vécu cette désillusion-là et est allée se réfugier au NPD, un parti cousin. Là, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Cousin de qui? Je ne sais pas. De Québec solidaire, par exemple? Non, pas du tout. Totalement indépendant. Ben Après oui. ça, les membres, ils peuvent aller s'impliquer n'importe où. Alors, on s'entend. Alors, NPD, c'est super centralisateur. Alors, c'est sûr que quand vous êtes indépendantiste, vous reconnaissez pas là-dedans. Mais il reste que, disons que dans l'approche progressiste, socialiste, etc., il y a quand même beaucoup de ressemblances. Alors, arrivé là, au bout de ma question un peu,
comment vous voyez ça? Moi, je vais vous le dire. Est-ce que vous êtes une future Maria Mourani? Moi, je vais vous... Non, parce que moi, je ne serais pas déçue de mon parti. Ça, c'est sûr et certain que j'ai tatoué sur le cœur Québec solidaire, dont je suis membre fondatrice. Ça, j'en suis convaincue. Mais moi, je suis convaincue d'une chose. Je vous disais que c'est le peuple. C'est pas juste les partis politiques, mais le peuple qui va mener à bien ce projet de l'indépendance parce que ça lui appartient. De la même façon aussi que moi, je suis convaincue que c'est pas au fédéral qu'on va faire l'indépendance du Québec. On n'a pas besoin du fédéral pour faire cette indépendance du Québec. On n'a pas besoin du bloc? On n'a pas besoin... Coupé! C'est pas vrai. En plus, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la semaine passée, je suis allée rencontrer Mario Simard et Alexis Brunel-Duceppe. Donc, j'ai des bonnes relations avec tout le monde et avec Alexandre Boulris aussi ici au Québec. Non, en fait, tous ces partis-là ont évidemment le droit d'exister et tout ça. Moi, je parle de la question de l'indépendance. L'indépendance du Québec, c'est au Québec qu'elle va se faire et non pas sur la scène fédérale, ça c'est sûr et certain. Puis même un député du Bloc va vous le dire, c'est pas au fédéral, c'est pas là-bas qu'on va le faire. C'est pas le Bloc qui va la faire, ça va être ici au Québec. Puis moi, je me rappelle de ce moment-là où Maria est sortie puis elle était blessée. Puis c'est une des choses que moi, j'ai espoir que c'est seulement Québec solidaire qui peut porter ce message et cette vision de l'indépendance du Québec et de l'amour du Québec qui est beaucoup plus généreuse, beaucoup plus ouverte et qui va assurer aussi l'avenir du Québec puis de la langue française. C'est pas en se fermant qu'on va assurer l'avenir du Québec puis de la langue française. Ça n'arrivera pas. C'est en étant généreux, en étant ouvert, puis en nous connectant comme parti de gauche sur le début du mouvement indépendantiste des années 60. Il y a tout un héritage de gauche où on liait la cause de l'indépendance avec aussi la libération du peuple, notamment dans les usines pour parler français, etc. On a tout un historique à Québec solidaire et moi, je puise dans cet héritage-là pour faire l'indépendance avec tout le monde. Super. Le temps file, il va falloir qu'on mette un point. Éventuellement, il va falloir qu'on ait ces discussions-là, peut-être d'avoir des épisodes plus longs. Là. Le temps passe tellement vite, là, on a tellement de choses à discuter. Quand on a du plaisir. Exactement. Mais il faut qu'on mette un point là-dessus. Vous êtes occupés, puis on a bien d'autres choses à faire aussi. Là. Mais un grand merci d'être passé vraiment. À Politiquement parlant. Très apprécié et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Allez encore une fois nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez nous aider sur YouTube. On veut grandir cette chaîne-là. Partagez beaucoup aussi nos épisodes afin d'aller chercher le plus grand nombre possible de personnes. Rouba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai pas vu le temps passer. Vous êtes extraordinaire. Mais c'est ça qui est le fun. Puis éventuellement, on pourra avoir un autre épisode pour continuer la discussion. Absolument, réinvitez-moi. Certainement. Merci. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Ciao. À la prochaine. Ciao, bye.